Bonjour tout le monde, nous sommes lundi matin, on est le 4 novembre, ça y est, les enfants sont repartis à l'école. Je suis en pleine forme parce que je viens de faire mes 3 km de marche, donc ça fait du bien. Alors, hier soir, j'ai terminé Dracula de Bram Stoker. Honnêtement, je pensais le finir dans l'après-midi, mais comme c'était une veille de rentrée, on a eu plein de trucs à faire au dernier moment et du coup, j'étais pas concentrée. Donc je ne l'ai fini qu'hier soir. Donc finalement, c'était bien, c'était pas mal du tout. C'était surprenant parce que je m'attendais pas à ce que ce soit sous forme épistolaire, mais c'était très sympa. Comme je disais, il y a eu un moment passé 150 pages, on rentrait vraiment dans l'histoire. Après un petit moment de flottement où on se retrouve avec plein de personnages d'un seul coup. Mais après, franchement, l'intrigue est vraiment haletante. Il y a des rebondissements, il y a vraiment pas de l'angoisse, mais on sent une tension hein, vraiment tout au long du roman, vraiment jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières pages. Donc c'est vraiment très chouette. Même l'épilogue est très sympa aussi à lire. Et pour le coup, j'ai même lu après l'épilogue, j'ai lu 2 pages qui sont écrites par Dacre Stoker sur Dracula l'Immortel, qui est la suite, qui est écrit par Dacre Stoker et Ian Holt. Voilà. Alors, contrairement à ce que je pensais, Dacre Stoker n'est pas le fils de Bram Stoker, pas du tout. Il est de la même famille, mais Bram Stoker était son grand-oncle, je crois. Donc voilà, il y a un arbre généalogique qui nous montre ça, que ce n'est pas son père, mais ils sont quand même de la même famille, même si ce n'est pas la même branche. Voilà. Là, on a Bram Stoker, et là, on a Dacre Stoker. Bon, je sais pas comment ça se prononce, hein, du tout, donc désolé pour ceux qui savent le prononcer. Et franchement, quand j'ai lu ce qu'il avait écrit Dacre Stoker, pourquoi il avait écrit Dracula l'Immortel et tout ça, comment c'était écrit, et ben ça m'a donné vachement envie de le lire. Donc je pense que en octobre 2025, je lirai la suite. Ça m'a l'air hyper intéressant. Donc je vais vous lire la 4e de couverture de Dracula pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. À son arrivée, il découvre un pays mystérieux et menaçant, dont les habitants se signent au nom de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut qu'éprouver une angoisse grandissante. Très vite, il se rend à la terrifiante évidence, il est prisonnier d'un homme qui n'est pas un homme, et qui partira bientôt hanter les nuits de Londres. Grand classique de la littérature de vampires, best-seller de tous les temps après la Bible, Dracula est une source d'inspiration inépuisable. Voilà, donc franchement, si vous ne l'avez pas lu, c'est un classique à lire. Je vous le recommande vraiment en automne, notamment en octobre. Vous pouvez le lire sur octobre-novembre, même à cheval, parce que l'histoire commence en mai et elle ne se termine qu'en novembre. Et du coup, maintenant, je vais voir le mois de mai d'une manière différente, je crois. Et je m'attendais à ce que ça s'arrête vraiment le 31 octobre, parce que je voyais les pages presque jour par jour. À un moment, au mois d'octobre, je dis ça se trouve ça va se finir au 31 octobre, et non. Ça déborde sur novembre, c'est un petit peu dommage, ça aurait été vraiment très très chouette que ça s'arrête au 31 octobre, comme la date d'Halloween en fait. Mais non, ça dépasse sur novembre, mais c'était franchement très chouette, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Même s'il y a eu des moments où je me suis un petit peu ennuyée, parce que les descriptions étaient super longues et tout, mais au final, le roman vaut vachement la peine. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, en prenant votre temps, parce qu'il fait quand même presque 600 pages, c'est écrit petit. Mais pourquoi pas pour l'automne prochain, ça peut être... je vous le conseille. Et comme il était assez tôt quand je l'ai terminé, et que je voulais pas commencer mes lectures d'aujourd'hui hier soir, et ben du coup, j'ai ressorti l'histoire de ma vie de George Sand, qui est son autobiographie, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas lu quand même. Et même si j'ai beaucoup lu hier soir, je suis toujours loin de la fin, parce que je vais vous dire à combien j'en suis. J'étais à 12%, je suis arrivée à 15%. Donc je suis encore très loin de la fin. Mais en fait, dans l'autobiographie de George Sand, elle nous parle pas beaucoup d'elle. Enfin, jusque-là, elle nous parle pas beaucoup d'elle. Elle nous a parlé beaucoup de sa grand-mère. Là, on était sur une partie où elle nous parlait beaucoup de son père.
un petit peu de sa mère, voilà, de la rencontre entre les deux, comment ça s'est passé. Mais surtout, elle nous parle beaucoup en fait de l'histoire de la France, parce que c'est vrai que c'est une période où il y a eu la Révolution française, après il y a eu Napoléon, donc là on est dans la période où il y a Napoléon, où elle passe après à autre chose. Donc on a une grosse partie de l'histoire de France qui nous est racontée, sachant qu'en plus elle ne l'a pas vécue, elle était pas encore née ou toute jeune, enfin bébé. Donc du coup bah, elle nous raconte ça, mais du point de vue de la femme qui a presque 50 ans, peut-être même plus, donc avec beaucoup de recul, mais ce qu'elle en sait voilà, de son expérience, de ce que sa grand-mère lui a dit, donc voilà, c'est vraiment avec du recul. Donc ça fait un peu bizarre parce que du coup, il y a l'histoire, il y a son point de vue, ce que elle nous dit ce que Napoléon aurait pu faire mais qu'il n'a pas fait, là où il s'est trompé. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce qu'elle n'a pas le recul de nous au XXIe siècle, mais elle a quand même du recul de quelques dizaines d'années par rapport au moment où ça s'est produit. Donc c'est hyper intéressant. Donc c'est plus qu'une autobiographie, enfin, c'est vraiment très très large, en fait, c'est très complet. Donc ça se résume pas vraiment. Là j'en suis arrivée au moment où elle est née. Et même le moment de sa naissance, c'est un petit peu fou en fait ce qui s'est passé. Voilà, son père est encore vivant, mais on sait qu'il meurt très très jeune, il meurt à seulement 30 ans et n'a que 4 ans à cette époque-là. Donc je sais pas, sa mère et sa grand-mère ne se connaissaient pas et enfin, la grand-mère n'appréciait pas du tout la mère de George Sand. Elle était contre ce mariage, d'ailleurs elle n'a pas été mise au courant du mariage, elle l'a découvert seulement après, une fois que George Sand était né. Donc voilà, je ne sais pas encore comment ça va se passer la rencontre des deux femmes, je ne sais pas à quel moment Aurore va aller vivre avec sa grand-mère, voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans cette autobiographie, j'en suis très 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 loin. Mais du coup, hier soir, j'avais pas envie de m'arrêter, il était 23h30, j'ai dit bon, demain matin, je me lève à 6h, il faut vraiment que j'aille me coucher. Mais c'était très 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 prenant. Donc, le programme de cette semaine. J'ai 2 lectures de prévues. J'ai Labyrinthe pour le Black November, si je ne me suis pas trompée, c'est le premier ou le dernier tome d'une saga à lire cette semaine. Donc j'ai sorti Labyrinthe qui est le dernier tome de la saga Le Manuscrit Inachevé de Franck Tillier. J'adore la couverture, franchement elle est classe, elle est trop belle, j'adore. Alors, moi qui lis pas mal de thriller, dès la première page, j'ai trouvé le médecin très suspect. Je me dis, ça se trouve, je me plante carrément, mais en fait, c'est ça. Maintenant, quand je lis des thrillers, j'ai l'impression de suspecter tout le monde dès les premières pages. C'est fou. Donc, dès la première page, on sait qu'il y a une femme qui a été retrouvée morte. Enfin, pas retrouvée morte. Il y a une femme qui a été retrouvée nue, je crois, recouverte de sang à côté d'un cadavre, en plein hiver dans les montagnes avec la neige et tout ça. Et donc, bah, il l'emmène à l'hôpital. Visiblement, elle ne se souvient de rien. Mais le médecin qui l'a soignée dit à la flic elle ne se souvient de plus rien, mais avant qu'elle oublie, elle m'a raconté toute l'histoire. Donc ça, c'est juste le premier chapitre. Donc là, j'ai lu que ça ce matin au petit-déj. Je me suis dit, je vais m'arrêter là, sinon je vais oublier d'aller réveiller les enfants. Et du coup, bah, j'imagine qu'il va raconter ça, mais du coup, ça me le rend tout de suite très, très, très suspect, ce monsieur. Donc on verra bien. Labyrinthe, ça va être ma lecture principale de cette semaine. Mais je lis aussi ce petit livre en lecture commune avec l'une d'entre vous, La liste de mes envies. Ça, c'est très court, ça fait moins de 200 pages. J'ai proposé un découpage à Alicia, elle me dit que ça fait très très peu, donc voilà, j'avais vu qu'on pouvait lire à peu près 30 pages et ça nous faisait du lundi à dimanche. Mais on va voir en fonction de son avancée. Si elle veut qu'on lise plus vite, on lira plus vite, ça m'ira très très bien aussi. Donc pour ça que vous voyez les petits post-it, c'est le découpage. La liste de mes envies, je ne sais pas quel est le résumé. Je vous le dirai la 4e de couverture quand je l'aurai terminé, parce que je ne veux pas me spoiler. En plus, il fait moins de 200 pages, donc ça se trouve, ça va tout révéler. Mais voilà, ça me fait très envie, ce genre de petits livres en ce moment, ça me fait envie parce que ça permet de couper avec des plus grosses lectures. Moi qui aime les pavés, et bien bizarrement, j'apprécie de plus en plus d'avoir des livres courts comme ça à caser entre 2 gros pavés. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc c'est au livre de poche. Donc voilà les 2 lectures principales. Si j'ai fini les 2 livres avant la fin de la semaine, bah à ce moment-là, je continuerai l'histoire de ma vie de George Sand.
mais je pense que j'irai aussi piocher dans les livres courts que j'ai empruntés à la médiathèque, notamment Monique s'évade. Si je peux le caser même cette semaine, ça serait très très chouette parce qu'il me fait très envie aussi. Ça fait, je vous ai dit, ça fait un petit moment que j'avais vu cet homme dans la grande librairie. Et je crois que c'est son premier roman, Monique s'évade, il me parle de sa mère. Après, il en a écrit un autre, je me souviens plus du titre, et là, il y en a un autre qui est sorti sur son frère. Et en fait, ce sont vraiment des romans. Certes, il nous parle de sa famille, mais il y a vraiment quelque chose d'autobiographique, il nous parle de lui. Mais pas seulement, ça a l'air apparemment très poétique, très poignant, très touchant. Donc j'ai très 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 envie de découvrir ces histoires. Voilà, donc je vous laisse, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, je vais le faire pendant que je suis hyper motivée. Mais du coup, il est quand même venu à la médiathèque la semaine dernière, il a choisi lui-même du coup ses lectures. Et il avait pris ça, il avait pris un docu, comment il appelait ça, le docu d'en tuer le héros. Donc mission Léonard de Vinci. Et ça l'a attiré parce que pendant ses vacances, il a fait le jeu Assassin's Creed qui se passait à la Renaissance italienne. Et du coup, un des personnages principaux était Léonard de Vinci. Et du coup, quand il a vu celui-là, il s'est dit « Ah ouais, ça m'intéresse ». Et du coup, il se l'est fait, je crois, samedi ou vendredi et samedi, je sais plus. Et donc, c'est un documentaire, donc on apprend plein de choses sur Léonard de Vinci. Et comme c'est un livre-jeu, voilà, vous avez des énigmes et quand vous arrivez à telle page, si vous réussissez, ils vous disent d'aller à telle page. Et en revanche, si vous échouez, ils vous disent de revenir à une page antérieure. Donc c'est très intéressant, c'est très chouette pour ceux qui n'aiment pas trop lire, qui aiment beaucoup les jeux ou qui ont du mal justement à rester dans un roman longtemps. Donc franchement celui-ci était très sympa, il est revenu m'en parler hier, il m'a dit ah je m'attendais pas à ce que le jeu soit si réaliste et du coup il a pu apprendre plein de choses sur Léonard de Vinci qu'il connaissait pas non plus. Donc voilà, c'était chouette, donc c'est à partir de 9 ans chez Fleurus. Donc voilà, pour ceux qui aiment découvrir en lisant, ça peut être très 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 sympa. Et donc voilà, donc cette fois j'ai terminé. Et je reviendrai demain, je pense. Je viens de commencer ce livre-là que je lis en lecture commune avec Alicia. J'ai lu la première partie, donc ça fait à peu près 30 pages, peut-être un petit peu moins. C'est assez triste en fait ce début. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que ça donne une impression de tristesse et pourtant le personnage nous dit qu'elle est heureuse. Donc ça fait un peu bizarre, mais j'attends de voir la suite. Demain déjà j'irai un petit peu plus loin et on verra ce que ça donne. Mais j'aime bien la plume, j'aime bien... ça va être très centré je pense sur les ressentis, sur... on connaît la vie, enfin, visiblement les grandes lignes de la vie du personnage principal et de sa famille. Et je pense qu'on va être beaucoup dans tout ce qu'on ne dit pas, en fait, dans la vie, tout ce qu'on garde pour nous, je pense. Je pense, mais on verra. Et maintenant, du coup, vu que j'ai encore du temps, je vais continuer. Les labyrinthes, j'ai lu que le premier chapitre ce matin, donc c'est parti. Alors, je viens de continuer aussi celui-ci. J'en suis juste à la page 30, mais du coup, ça fait quand même quelques chapitres parce qu'ils sont courts. Ouais, ça fait le chapitre 4. Alors, ce qui est bien, c'est que, bon là, j'en suis au chapitre 4, on comprend vraiment le lien avec le tome 2. Et ça, c'est cool, parce que pendant le tome 2, pendant toute la première partie, on n'avait aucun lien avec le tome 1, et ça m'avait beaucoup agacé. Et là, on voit tout de suite le lien avec le tome 2, donc ça, c'est cool. Mais il y a d'autres personnages avant, et c'est un peu, enfin c'est pas brouillon, mais en fait l'auteur il fait exprès de nous dire, de ne pas nous dire qui c'est. On sait qu'il y aura une flic qui s'appelle Camille, on sait qu'il y a une journaliste qui s'appelle Lysine, je crois, c'est un prénom que je rencontre pour la première fois, donc ça fait un peu bizarre. On a une femme qui vit dans un hameau en zone blanche, donc une personne électrosensible qui fuit justement toutes les ondes. Et elle, on n'a pas son prénom.
Ouais, je crois que c'est le chapitre 3. Et on n'a pas son prénom, donc on ne sait pas qui elle est. Et là, dans le chapitre 4, on est avec Julie. Donc ça fait quand même déjà 4 personnes différentes, 4 femmes. J'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de personnages, mais en même temps, ça s'appelle Labyrinthe. Donc je pense qu'il va falloir qu'on retrouve notre chemin dans tout ça. Il y aura des liens qui ne seront pas forcément expliqués, j'imagine. Mais pour l'instant, ça part bien. C'est pas encore glauque, pour une fois. Pourvu que ça dure. Peut-être que ça va me réconcilier avec Franck Tillier. On verra bien à la fin de ce tome. Alors, nous sommes mardi matin. Alors, hier soir, j'ai un petit peu continué sur le livre, parce que finalement, le découpage était pas... Enfin bon, j'avais fait un découpage, mais finalement, ça convient pas, parce qu'il est tellement court que on lit plus que ce qu'on avait prévu. Donc, hier soir, du coup, j'ai lu jusqu'à retrouver Alicia. C'est très sympa. Je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est très court, je voudrais pas vous spoiler. Donc je vous dirai seulement quand je l'aurai terminé ce que j'en pense. Je pense que ce sera le mieux, je vous lirai à la 4e de couverture. Ensuite, j'ai aussi continué un petit peu celui-ci hier soir. Mais j'étais vraiment très très fatiguée hier soir avec la reprise. Et j'avais une journée chargée, donc je me suis vite endormie. Ce matin, je l'ai continué un petit peu pendant le petit-déj, enfin, au moment où je buvais mon café. Et le problème, c'est qu'en fait, avec ce livre-là, alors les chapitres sont très courts, mais en fait, comme on alterne entre plusieurs personnages, et en fait, ce sont des histoires différentes, et du coup, on reste sur notre faim. Et pendant tout le trajet du retour de l'école, je me posais plein de questions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis rentrée, au lieu de faire comme d'habitude, mon ménage et tout ça, je me suis posée pour lire un petit peu, pour avancer, parce que du coup, ça me trottait trop dans la tête. Donc, du coup, j'ai continué un petit peu. Alors, je vous avais dit hier qu'on suivait plusieurs femmes. Il y en avait une dont on n'avait pas le prénom. En fait, on a le prénom, c'est juste que j'avais pas fait attention. Elle s'appelle Vera. Alors, il y a un lien avec le tome 2. Et du coup, aussi avec le tome 1. Mais le lien avec le tome 2 est vraiment flagrant. Il y a une partie du livre qui nous raconte en fait ce qu'a vécu Julie, la jeune fille de 17 ans qui avait disparu dans le tome 2. Et du coup, en fait, dans ce livre-là, on sait ce qui s'est passé à partir du moment où elle a été kidnappée. Et le problème, c'est qu'avec le tome 2, on sait très bien comment ça se finit. Et là, du coup, ça fait un sentiment assez malaisant, parce qu'en fait, ça avance très lentement, le moment où elle est kidnappée. Et sauf que nous, on sait ce qui va se passer à la fin. Et du coup, c'est très frustrant de pas aller plus vite. Parce que y a pas que l'histoire de Julie dans ce livre-là, il y a d'autres femmes aussi. Et du coup, comme on alterne à chaque fois un chapitre, une femme, du coup j'ai l'impression que aucune des histoires n'avance. Et du coup c'est un peu frustrant. Surtout qu'il ne fait que 370 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est très court en fait. Donc j'ai pas encore trouvé le lien entre les différentes femmes. J'ai des pistes, mais pour l'instant, rien de concret, ce n'est que mon imagination. Mais on nous parle encore d'un livre qui, quand on le lit, est très 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 réaliste, on va dire. Et la personne qui écrit le livre, elle a utilisé encore un pseudo, ce n'est pas son vrai nom. Donc voilà, quand même des similitudes avec le premier tome. Donc voilà, donc j'avance. Pour l'instant, c'est un peu brouillon. En même temps, ça s'appelle Labyrinthe. Donc, voilà, rien qu'avec le titre, on se doute qu'il y a des liens, mais que forcément, il y a des fausses pistes et tout ça. Donc, ce ne sera qu'à la fin qu'on aura toutes les révélations. Mais c'est franchement très sympa. Ça me réconcilie un petit peu avec Franck Tillier. Parce que voilà, vous avez vu, le 1, j'avais bien aimé. Le 2, c'était en demi-teinte. J'avais lu Train d'enfer pour Ange Rouge, où j'ai eu beaucoup de mal quand même... avec les thèmes, la manière de présenter les choses et tout ça. Donc voilà, j'étais un petit peu fâchée, mais celui-ci a l'air bien parti. Donc peut-être qu'il va me réconcilier avec l'auteur. On verra bien. Je voulais vous montrer ce week-end, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas vu sortir le tome 11 de Luca, ça fait 2 ou 3 ans qu'on l'attend. C'est une BD qui parle de foot et de e-sport. S'appelle Luca. Alors au début ça sortait dans le journal L'Équipe, après ils l'ont sorti dans des tomes comme ça différents. Au début ça sortait tous les 2 ans, après il est sorti tous les 1 an,
Et c'est au moment où on l'a découvert nous, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, peut-être ouais, même 6 ans. Et là, on avait le disque qu'on a acheté il y a 2 ans ou 3 ans. Et celui-ci a mis beaucoup de temps à sortir. On l'attendait l'année dernière, il n'est pas sorti. Et cette année, en général, il sort en octobre. Et en octobre, on a oublié. Et ce week-end, on s'est dit, tiens, il est peut-être sorti. Et du coup, je l'aurais commandé directement. On l'a reçu hier. J'ai dit à personne qu'on l'avait reçu. J'ai juste posé sur la table. Le premier qui passait devant, il l'a pris. Ils se sont un peu chamaillés pour le lire. Mais du coup, les 3 grands l'ont lu hier soir, les uns à la suite des autres. En tout cas, il est très beau. La coupe du Griffon. Donc si vous avez des enfants qui aiment bien les BD, qui sont fans à la fois de sport, de foot, de e-sport et tout, ça peut être assez sympa. Donc si je ne me trompe pas, Lucas c'est un ado qui est assez maladroit. Et en fait, quand il joue au foot, il ne brille que par son coéquipier qui lui fait des passes, enfin un truc comme ça. Et je crois qu'il y a un des tomes, on les a pas tous, hein, parce que il y en a qui m'ont été offerts à mon fils. On a le 1 et le 2. On a après le 8, 9 qui ont été offerts aussi à un anniversaire. Et après, ouais, on avait acheté le 10 à la suite. Et du coup, maintenant, on a le 11. Donc, on complétera la série au fur et à mesure quand on les trouvera d'occasion. Mais c'est vrai que c'est pas une série qui est très connue. Je galère. Vu que c'est pas une série très connue, on la trouve pas forcément en occasion. Mais ils ont augmenté parce que là, le 11, je l'ai payé 13,50 € et dans mon souvenir, le 10 c'était pas aussi cher. Mais il faudrait que je revoie mon historique de commande peut-être. Alors, nous sommes jeudi matin, on se retrouve. J'ai des nouvelles pour vous. Donc, on a terminé avec Alicia la liste de mes envies de Grégoire Delacour. Je regarde le nom de l'auteur parce que je sais pas pourquoi pour moi c'était Grégoire Delcourt, alors que non, pas du tout, c'est Delacour. Alors, c'est un tout petit livre qui fait à peu près 170 pages. Il est sorti il y a quelques années, mais il y a la suite, la liste de mes envies 2, qui est sortie, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, vraiment pas longtemps, mais je crois qu'il est pour l'instant que en grand format. Alors, est-ce que je vous lis la 4e de couverture? Alors, je vais pas vous lire la 4e de couverture. Je la trouve pas formidable. Alors, je vais vous parler vite fait, mais vraiment vite fait, parce qu'il fait que 170 pages et j'ai trop peur sinon de vous révéler trop de choses. Donc on est avec une femme qui s'appelle Jocelyne, qui vit à Arras, donc c'est une petite ville. Elle est mercière, elle possède sa propre mercerie. Et voilà, elle nous raconte sa vie avec son mari, ses enfants, voilà, comment elle est devenue mercière. Et dans cette petite ville, dans cette rue dans laquelle elle travaille, en face, il y a un salon de coiffure qui est tenu par des jumelles qui sont ses amies. Elles sont un peu fantasques, un peu faux-folles, très différentes justement de Jocelyne. Et donc elle nous raconte un petit peu voilà, son rapport avec les autres, son vécu, comment elle en est arrivée ici, à cet âge-là, à avoir cette vie-là. Et en fait, ces jumelles qui tiennent le salon de coiffure, toutes les semaines, elles jouent au loto. Elles rêvent de gagner au loto. D'ailleurs, elles ont gagné une première fois, ce qui leur a permis d'ouvrir leur salon de coiffure. Et un jour, elles sont en train de boire un verre avec Jocelyne et elles poussent Jocelyne à valider aussi une grille de loto. Et du coup, Jocelyne valide une grille et du coup, une habitante à Arras va être l'heureuse gagnante. Donc forcément, on sait que c'est Jocelyne. Mais la question, ça va être de savoir, est-ce qu'elle va empocher, est-ce qu'elle va se signaler, est-ce qu'elle va empocher cet argent? Et tout réside en fait dans cette question-là. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la liste de mes envies. Il y a une phrase derrière que je trouve très bien. Grégoire Delacour déroule ici une histoire forte d'amour et de hasard. Une histoire lumineuse aussi qui nous invite à revisiter la liste de nos envies.
Alors ce livre il a été adapté au cinéma, mais aussi au théâtre. J'aimerais bien le voir en pièce de théâtre. J'aimerais beaucoup, il faut que je vois si je peux le trouver peut-être en DVD ou sur YouTube, je sais pas, ça me... Autant le cinéma, non, mais le théâtre, j'aime beaucoup. Donc je verrai si je peux le trouver. Et c'est pas son premier livre. Il a écrit également... Il a écrit également L'écrivain de la famille en 2011, La première chose qu'on regarde en 2013 et On ne voyait que le bonheur en 2014. Alors ce qui est marrant, c'est que moi j'ai beaucoup aimé, parce que là c'est vrai que je vous dis des banalités, j'ai beaucoup aimé le livre. Jocelyne, c'est une femme qui pourrait être n'importe qui dans notre entourage, c'est quelqu'un de très simple, mais qui aime les mots, qui parle pas beaucoup, mais qui n'en pense pas moins. C'est quelqu'un de très réservé, mais qui est très lucide sur la vie. Voilà, elle a vécu des choses assez difficiles dans sa vie et c'est quelqu'un de très fort. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage, la manière dont l'auteur écrit, c'est très poétique, il joue énormément avec les mots, ses phrases sont très mélodieuses en fait, des fois on dirait des chansons. Il y a des fois des phrases de plus en plus courtes, des fois c'est juste un mot, et puis d'autres moments on va avoir des phrases très longues, et c'est très très bien articulé, et du coup ça rythme l'histoire. Ce sont des chapitres très courts, mais bon, en même temps avec un livre très court c'est un petit peu obligé. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup remué, j'ai souvent eu les larmes aux yeux. Mais je pense que ça le fera pas à tout le monde, ça dépend de votre propre vécu, je pense. Et concernant la fin, et ben pour le coup, j'ai été un peu déçue parce que j'imaginais une fin différente. Alors ça veut pas dire que la fin n'est pas bien, parce que je trouve que c'est une belle revanche pour Jocelyne par rapport à ce qu'elle avait vécu auparavant. Mais c'est pas celle que j'aurais choisie moi. Mais après, je me dis que puisqu'il y a la liste des envies 2, si jamais on suit Jocelyne encore, et ben peut-être que du coup j'aurai enfin ma vraie fin. Mais là j'extrapole et ça sera peut-être pas du tout ça dans le 2. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai aimé la question de fond en fait. Si vous gagnez le loto, qu'est-ce que vous allez faire? Moi je sais très bien ce que je ferais. C'est une question que je me suis déjà posée même si je joue jamais. Mais si j'ai un jour l'occasion de gagner une forte somme d'argent, je sais très bien déjà ce que je vais faire. Mais ça vaut la peine de se poser la question, de faire justement la liste de nos envies. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant en fait, comme réflexion sur la vie, sur notre vie de femme, parce que ça parle beaucoup des femmes, ça ne parle que pratiquement des femmes. Et voilà, il pose un regard très 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 féminin sur Jocelyne. Et c'est un régal. Ça cite tout seul, vraiment, les pages se tournent toutes seules. Et dans la postface, j'ai compris en lisant la postface pourquoi ce livre m'avait touchée autant. Et je comprends. Voilà, donc franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, ça se lit tout seul et c'est très bien. C'est très très bien. Donc il ne reste plus qu'à lire le 2 quand je le trouverai et les autres aussi. Il faut que je vois à la médiathèque s'ils ont cet auteur parce que s'ils sont tous aussi courts, ça peut se lire très très facilement entre deux grosses lectures. Ouais, il faut que je regarde, c'est aux éditions Lattès. À la prochaine visite à la médiathèque, il faut que je regarde s'ils ont cet auteur. Donc voilà pour la liste de mes envies. Mais j'ai aussi avancé pas mal dans Labyrinthe de Franck Thillier. C'est compliqué. C'est compliqué avec ce livre. Hein. Je vous avais dit, pour l'instant, ça va, il n'y a pas les choses qui me dérangeaient dans les autres livres de Franck Thillier. Et bah si. En fait, là, on jongle sur plusieurs histoires. Elles sont liées. Je commence à peu près à voir les liens. Mais on se concentre quand même pas mal sur un des aspects qui, moi, me dérange. Et j'ai l'impression que c'est la plus grosse partie du livre. Donc franchement, ça me gave un peu. Avant-hier, j'ai manqué l'abandonner. Je me suis dit, ça vaut pas le coup, je me fais du mal pour rien. Et puis après, je me dis, ouais, mais c'est quand même embêtant parce que j'aimerais quand même bien savoir les liens. Voilà, c'est toujours ça en fait. Mon problème, c'est que
j'aime pas, mais j'ai besoin de savoir quelle sera la fin pour voir si, s'il y avait un intérêt quand même derrière. Donc maintenant que j'en suis à plus de la moitié, il me reste peut-être un tiers, donc je vais lire, il me reste une centaine de pages. Je vais le lire, mais je me demande pourquoi l'auteur fait une fixette sur le lien entre des pulsions meurtrières, mais vraiment, enfin c'est même pas du meurtre, c'est de la torture en fait, et ceux qui essaient d'en faire un art en fait. On nous dit que c'est pour dénoncer la violence de notre société, mais en fait je trouve qu'au contraire ça ne fait que l'exacerber et la mettre en avant et lui faire de la publicité. Et du coup ça me fait un vrai malaise, que ce soit avec Labyrinthe, que ce soit avec le tome précédent qui s'appelait... je ne sais même plus comment il s'appelait. Le premier c'était Manuscrit inachevé, celui-là ça allait franchement. Mais finalement c'était juste une entrée en matière. Mais le 2, je me souviens plus comment il s'appelle. Bon, je vous mettrai le titre quand ça me reviendra. Et même dans Train d'enfer pour Ange Rouge, c'était le même sujet. Alors qu'il a été écrit il y a longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose visiblement qui est très ancré dans la tête de Franck Tillier. Et c'est quelque chose, moi, qui me dérange profondément. Je n'y vois aucun intérêt. On nous parle trop de certaines personnes. Voilà, c'est vraiment une mise en lumière qui me dérange profondément. Et c'est vraiment ce qui occupe le plus le livre. Donc c'est vraiment très dérangeant. L'autre histoire avec la personne électrosensible qui va vivre dans un village en zone blanche et tout, c'est un petit peu intéressant, mais ça avance pas assez vite, c'est vraiment trop lent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La journaliste, je suis enfin arrivée à un moment où ça devient intéressant, et je pense que ça a un lien avec la personne électrosensible. La captivité de Julie, ça avance très 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 lentement. Là, il s'est enfin passé quelque chose. Mais je trouve que c'est pas forcément intéressant. En fait, on a des trucs, on a différentes temporalités. J'ai découvert ça là récemment dans le livre. Donc, on a dû passer parce que on suit la captivité de Julie. Julie, elle avait été enlevée en 2007 ou un truc comme ça. Donc, voilà. On a quelque chose qui se passe après un suicide qui se passe dans le 2. Donc dans le 2 déjà on était en 2020 ou quelque chose comme ça, parce que c'était plus de 10 ans après la disparition de Julie. Donc ouais, peut-être 2017, entre 2017 et 2020, donc il y a plus de 10 ans entre certains trucs. Donc il y a aussi ça en fait dans le livre Labyrinthe, c'est qu'il y a différentes temporalités. Et du coup, l'auteur, il nous perd avec ça. Mais en fait, sans nous perdre, parce que tant qu'on ne voit pas le lien, il n'y a aucune... comment dire? Les histoires sont vraiment très séparées les unes des autres. Et là, je commence à voir des liens, mais on est à 100 pages de la fin. Donc ça veut dire que tout le temps auparavant, on est sur des petites histoires entrecoupées, parce qu'à chaque fois, on passe d'un chapitre à un autre, on passe d'une histoire à une autre. Et du coup, en fait, chaque histoire est super, super, super lente, je trouve. Il fait que 375 pages, mais j'ai l'impression qu'il en fait 700, tellement c'est lent. Donc ça ne me réconcilie pas du tout avec l'auteur. J'ai plein de livres de cet auteur dans ma palle, des livres qui sont plus récents, donc c'est pour ça que j'avais commencé la série Charcot au tout premier. Le premier m'a dérangé. Mais le problème, c'est que les titres des plus récents m'interpellent, ils me font envie. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lire les résumés de ceux que j'ai dans ma palle. Si je vois qu'il y a ne serait-ce que un soupçon de lien avec ceux-là, avec les thèmes que je déteste dans ces livres-là, mais à ce moment-là, je m'en séparerai, parce que je crois que Franck Tillier, ce n'est pas pour moi. Je crois. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ce que j'attendais. Je suis encore déçue par Franck Tillier. Je vais aller jusqu'à la fin pour voir quand même le lien, voir si ça valait le coup, s'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Mais honnêtement, je suis de plus en plus déçue par cet auteur. Voilà, autant j'ai envie de dire, même dans cette trilogie, le premier tome, on nous vendait du rêve en fait. On nous parlait d'un manuscrit dans un manuscrit dans un manuscrit. Bah ouais, l'idée de base était super.
Mais en fait, on lisait qu'un seul manuscrit, en fait, du début à la fin. Et ce n'est que dans le tome 2 où on a des informations sur l'auteur d'origine. Et en fait, ce mec, c'est une ordure, en fait, pour vous dire. Et en fait, le premier tome pourrait se lire tout seul, finalement, sans la notion du manuscrit dans le manuscrit. Et je sais même pas comment vous dire ça, en fait. Tellement c'est brouillon. Et en fait, c'est ça. C'est une trilogie brouillon, où il aurait pu faire différents livres séparés, et ça n'aurait pas été moins intéressant, en fait. Parce que là, je trouve que finalement, ça n'apporte rien qui est des livres dans des livres. Ça n'apporte rien du tout. Vraiment. C'est complètement inutile. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et je ne l'ai pas encore fini. Donc voilà. Et ce soir, je commencerai en parallèle de Franck Tillier. Je vais commencer celui-ci, Monique s'évade d'Édouard Louis. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise en début de semaine. C'est pas son premier livre. C'est celui qui est sorti en 2023. Bon, là, en 2024, il y en a un nouveau qui est sorti. Mais ça, c'est celui de 2023. Mais le premier qu'il a sorti, c'était pas celui-ci, justement, c'était Eddie Bellegueule, qui était autobiographique, qui parlait de lui. Donc je sais pas pourquoi j'ai confondu. Parce qu'en effet, quand je l'ai vu dans la grande bibliothèque, dans la grande librairie il y a quelques mois, c'est de celui-ci dont il parlait. C'est pas, donc ça pouvait pas être un vieux livre. Je sais pas pourquoi je me suis trompée à ce point. Mais du coup, il a quand même quelques livres à son actif maintenant. Je crois qu'il y a la liste à la fin. Ouais, le premier s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule. Après, il y a Histoire de la violence. Qui a tué mon père? Au cœur de la violence. Et Dialogue sur l'art et la politique. Donc, il y a aussi Combat et métamorphose d'une femme. Et Changer méthode. Donc je pense qu'ils sont tous très intéressants, mais ceux que j'ai envie de lire, c'est ceux qui sont plutôt autobiographiques. Donc En finir avec Eddie Bellegueule, Qui a tué mon père, Monique s'évade, et je lirai aussi, je pense, le dernier qui est sorti sur son frère. Parce que quand je l'entends parler, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant, le regard qu'il a sur sa propre famille. Et voilà, c'est quelqu'un que je trouve qui a été très courageux. Et j'ai très envie de découvrir sa plume parce que j'aime beaucoup sa manière de parler. Donc si il écrit de la même manière, ça peut être vraiment très intéressant. Voilà, bon, je vous laisse ici. Hier, mardi, je suis allée à la médiathèque. Et je suis allée du côté enfant comme d'habitude. Et j'ai vu 2 livres dont la couverture m'a interpellée. Ne serait-ce que par leur couleur parce qu'elles m'ont sauté aux yeux. J'ai pris Martin, le potager sans dessus-dessous. Et Martin, l'eau du ruisseau a disparu. Alors je les avais jamais vus à la médiathèque, ils me paraissaient tout neufs, pourtant apparemment ils les ont depuis 2017. Mais à la médiathèque ils mettent pas tous leurs livres en fait, ils font un roulement et je pense qu'ils venaient juste de le remettre celui-ci. Et ils sont très chouettes, on les a eus hier soir. Donc là dans celui-ci, en cette belle journée de printemps, Martin et ses amis décident de faire pousser de délicieuses carottes dans le potager. Mais lorsqu'elles sont prêtes à être dégustées, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Et les illustrations sont très jolies. Elles sont très mignonnes, très colorées. Ça fait très printanier. Bon, je sais, on est en automne, mais on a besoin de couleurs aussi. Et franchement, c'est très mignon. Ça se lit assez vite. Et du coup, on a lu celui-ci et on a lu aussi Martin, l'eau du ruisseau a disparu. Et visiblement, c'est une collection qui a 4 titres. Il y a aussi Une terrible tempête et Une maison pour Lapinette. Mais je n'ai vu que ces 2-là à la médiathèque, donc je ne sais pas s'ils auront les autres, je leur demanderai. Ils sont très très chouettes et ils ont l'air hyper neufs. Donc c'est pour ça que je me demande s'ils les ont déjà mis. Mais j'aime beaucoup, c'est très joli. Et il faut les lire dans l'ordre. Parce que l'eau du ruisseau a disparu, il y a un rapport avec les carottes. Donc il faut d'abord semer les carottes pour après avoir besoin d'eau. Donc voilà, ils étaient très très chouettes, j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui est-ce qui a écrit. Illustration Ian Evans. Mais l'auteur, est-ce que c'est le même? Oui, histoire et illustration de Ian Evans. Très joli, j'aime beaucoup.
Donc ceux-là, bah, je vais les enregistrer aussi sur ma chaîne pour enfants. Parce que ça fait toujours des souvenirs. Et après, quand on rend les livres à la médiathèque, si jamais les enfants veulent encore l'histoire, vu que je ne peux pas acheter tous les livres qu'ils lisent, c'est pas possible. Surtout que les livres enfants, ils coûtent aussi cher que ceux pour les grands. Ça date de 2015, donc c'est vraiment pas récent. Mais c'est une belle découverte. Donc voilà, voilà pour les lectures d'hier soir des garçons. Et elle m'a fait rire ma fille de 9 ans le week-end dernier. Ou il y a peut-être même... Ouais, c'était la semaine dernière pour les vacances. En fait, il y a quelques temps, on avait vu elle avait vu la série Harry Potter dans le rayon ado en anglais. Et c'est vrai que la collection qu'ils ont, enfin l'édition qu'ils ont, elle est magnifique. Et quand elle l'a vue, elle me dit « Ah maman, regarde, il y a Harry Potter et tout ». Je dis « Bah ouais, mais c'est en anglais ». Et là, elle me dit « Ah mince, parce qu'elle a que 9 ans et demi, elle parle pas anglais. Donc elle peut pas lire en anglais. » Et du coup, elle dit « Oh mince ». Et ou elle m'avait pas dit ça, mais en tout cas, du coup, elle était passée à autre chose. Et voilà. Et je sais pas comment, la semaine dernière, elle a dit « Oh, c'est dommage que Harry Potter soit que en anglais ». Je dis « Bah non, il existe en français, Harry Potter ». Et elle me dit « Ah bon ?» Je dis « Bah ouais ». Elle me dit « Bah tu me l'as jamais dit ». Je dis « Bah Adam l'a lu en anglais, donc enfin Adam l'a lu en français il y a quelques années, donc oui, il existe en français. Enfin c'est, pour moi, ça me paraissait logique. Mais en fait, pour elle, c'était pas du tout logique. Donc elle pensait que si elle l'avait vu en anglais dans le rayon ado, ça veut dire qu'il n'était que en anglais. Et en fait, non. Harry Potter est sorti il y a très très longtemps en français. Et du coup, elle dit, bah moi je veux lire Harry Potter en français. Et du coup, on a pris l'Harry Potter. Elle ne s'est pas encore commencé parce qu'elle a commencé d'autres séries. Elle a commencé Les Gardiens du... Comment ça s'appelle? Oui, Les Gardiens des Cités Perdues. Et là, elle a même commencé une autre saga, Les Royaumes du Ciel ou quelque chose comme ça. Ça ressemble beaucoup au Royaume de Feu, je trouve, dans les couvertures et tout ça. Je me demande si c'est pas la même autrice ou le même auteur, enfin je regarde. Du coup, elle a commencé 2 sagas. Elle veut aussi commencer les Harry Potter. On a le 1 et le 2 là qu'on a emprunté. Mais voilà, mais elle m'a fait beaucoup rire, ça m'a fait trop rire de... Elle pensait pas qu'ils existaient en français, du coup, voilà, pour elle, c'était... Moi, c'était logique, ça me paraissait évident. Pourtant, je suis en plus sûre de lui avoir déjà pris il y a 1 ou 2 ans, mais ça devait pas être le bon moment. Et du coup, ça m'a fait trop rire. Elle me dit, mais non, il existe qu'en français, en anglais? Ben non, ils existent aussi en français. Voilà. Voilà ce qui se passe dans la tête d'une enfant de 9 ans. C'est pas évident pour elle. Et c'est normal, mais je m'y attendais pas du tout. Enfin voilà, donc bah, je vous laisse enfin. Salut tout le monde, alors nous sommes vendredi matin et j'ai 2 livres dont je dois vous parler. Donc, comme prévu, j'ai terminé hier soir Labyrinthe de Franck Tillier. Et ben je peux vous dire que je n'ai pas hâte du tout de relire cet auteur. Alors, est-ce que j'ai aimé la fin? Oui, heureusement, j'ai envie de dire, ça sauve la trilogie. J'ai aimé la fin. La construction de ce tome-là, on va dire que ça passe. Alors, en fait, je dis quand même bravo à l'auteur d'avoir réussi à mener ce tome jusqu'à la fin sans s'embrouiller, sans se piéger lui-même. Il est nickel. Il est nickel du point de vue fonctionnel, du point de vue du labyrinthe. Il est nickel. Mais honnêtement, j'ai pris aucun plaisir à lire celui-ci. Je ne saurais même pas expliquer pourquoi. À part le fait qu'il y ait toujours ce truc-là, avec l'art et en mettant en scène de la torture, en faisant souffrir des gens, sous prétexte de montrer la violence et en même temps de dénoncer ceux qui aiment ce genre d'art, qui prend trop de place encore dans ce tome-là. Donc déjà ça m'a dérangé. Et puis même le reste autour, en fait, il était trop lent. Ce tome-là était beaucoup trop lent. Et je crois qu'au moment où je vous ai dit, bon, je vous en parle plus avant la fin, il me restait une centaine de pages. Et en dernière page, bah, on a le dénouement. Mais en fait, rien de surprenant, parce qu'arrivé au 3e tome, bah, on a un petit peu compris quand même comment l'auteur allait fonctionner.
Voilà, en 3 tomes, on a eu le premier qui est le manuscrit inachevé, qui est un livre dans un livre dans un livre. Dans le deuxième tome, on apprend des choses sur l'auteur du premier livre. Et voilà, il revient encore dans ce tome-là. Donc forcément, enfin, c'était gros comme un camion en fait. Donc j'ai aimé la fin, mais il n'y avait aucune surprise. C'était beaucoup trop lent. Donc voilà, petite déception globalement sur la trilogie. Je ne vais pas relire du Tillier de sitôt, j'en ai dans ma palle, mais comme je vous ai dit, c'est presque la fin, enfin c'est les derniers en fait. C'est pas les derniers, mais bon, c'est pas dans ses premiers non plus. Et je vous avais dit qu'en fait, je regarderais les résumés, les quatrièmes de couverture pour voir si ça pouvait me plaire ou pas. Mais en fait, là, j'ai lu la quatrième de couverture une fois que j'avais terminé. On ne nous parle pas de ce côté-là, du côté qui m'a vraiment le plus dérangé. Donc ça se trouve, il peut se retrouver dans tous ces tomes. Cette violence-là peut se retrouver dans tous ces livres. Et je préfère peut-être m'en préserver. Bon, pour vous, je vais quand même vous lire la quatrième de couverture de celui-ci. Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire. Mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire. Une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Voilà. Donc vous comprenez ce que vous voulez. Je trouve que la quatrième de couverture n'a rien à voir avec le livre. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir. Alors, pour le coup, ça ne vous dévoile rien d'important. Mais je trouve que ça n'a pas de rapport avec la construction du livre et tout ça. Donc, ni avec le truc de base, ni avec la finalité. Donc, la couverture est magnifique. L'idée de base était plutôt intelligente. Mais voilà, j'ai pas eu de plaisir à lire ce livre-là. J'ai même pensé l'abandonner à un moment, ce que je ne fais jamais. Donc, bah voilà. Je suis sortie du labyrinthe, mais je suis contente d'en être sortie, mais voilà. Sans plus. Et par contre, celui-ci, j'ai commencé hier soir, après avoir fini Franck Tillier. Et je pensais juste lire un petit bout et aller me coucher. Et en fait, j'étais tellement prise dans le truc, je ne me suis pas rendu compte, il était déjà 23 heures passées. Et j'en étais à plus de la moitié. Ça se lit tout seul. Bon, bien sûr, la mise en page aide. Parce que on voit quand même qu'il y a des grosses marges. Il n'y a pas beaucoup de mots par page. Donc oui, ça se lit vite. Mais il y a aussi le sujet, la manière de parler. Donc en fait, Édouard Louis... moi je l'ai rencontré, enfin je l'ai découvert dans la grande librairie il y a quelques mois quand le livre est sorti en librairie. Sur le plateau, il nous a parlé de lui en fait, enfin on nous a juste rappelé en fait d'où il venait. C'est un homme qui vient, un jeune homme qui vient du nord de la France, d'une famille très pauvre, d'une famille nombreuse. Et il a subi la pauvreté, la maltraitance de la part de son père visiblement. Et donc ça, c'est pas son premier livre. Il avait déjà fait un livre autobiographique qui est... je vais vous sortir ça. Qui s'appelait En finir avec Eddie Bellegueule. Donc c'est un livre autobiographique qui nous parle de lui, de ses parents et tout ça. Donc c'est... il nous avait un petit peu reparlé de ça à l'occasion de la sortie de ce livre-là. Et donc je l'avais découvert à ce moment-là et j'avais trouvé que c'était quelqu'un qui parlait très simplement, mais avec des jolis mots et surtout qui expliquait, mais quand il le disait, ça paraissait tellement simple. Et en fait, c'est ça, dans ce livre-là, bah, il nous parle de sa mère qui a subi des violences conjugales. Et dans ce livre-là, bah, il l'aide à s'évader. Mais en fait, c'est pas sa première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Il a déjà écrit un livre sur sa mère quelques années auparavant que j'ai pas encore lu, mais il faut que je le lise. Et là, donc, tout celui-ci est destiné à nous expliquer ce que sa mère a vécu, enfin en partie, mais plutôt comment elle a réussi à s'enfuir en fait. Et à part ça, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont l'auteur parle.
il nous explique les choses, il dit tout ce qu'on pense mais qu'on n'ose jamais dire en fait. Le rapport entre la violence, le rapport de l'argent, du fait que souvent les femmes, quand elles n'arrivent pas à quitter leur conjoint, leur mari, bah, c'est souvent à cause de l'argent, pas que, mais c'est souvent une question d'argent. Et il se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça l'argent et pourquoi? Et donc c'est voilà, il s'interroge, il nous interroge aussi. Il nous parle de sa mère, de comment il est fier, comment elle a réussi à être, à s'enfuir, de son courage, de sa renaissance. Donc c'était vraiment très émouvant, vraiment très très émouvant ce livre-là. Je ne peux que le conseiller, franchement. Découvrez ce livre, que ce soit celui-ci en premier ou ses autres auparavant, mais c'est quelqu'un à découvrir, c'est tout son univers, je pense qu'il faut découvrir, l'homme qu'il est, comment il a réussi à s'en sortir et comment, une fois qu'il s'en est sorti, il arrive à aider les autres, malgré tout ce qu'il a vécu auparavant. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup cette personne et je pense que je vais lire ses autres livres. J'espère qu'ils sont à la médiathèque, sinon je me les procurerai. Et je me rends compte en fait en lisant ce livre-là que j'aime de plus en plus lire les livres autobiographiques ou biographiques ou même des essais. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin que dans un roman en fait. Je trouve ça toujours beaucoup plus poignant. Donc voilà, donc n'hésitez pas, franchement, c'est un auteur à découvrir d'urgence, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était mes 2 dernières lectures pour ce vlog. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je ne sais pas encore ce que je vais lire ce week-end. J'ai pas choisi. J'étais en train de regarder tout à l'heure ma pile à lire du mois de novembre. Et il y en a plusieurs qui me tentent. Mais je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Et le livre pour le Black November de la semaine prochaine, je me souviens plus quelle est la consigne. Il est noté quelque part dans mon carnet, donc j'irai voir tout à l'heure. Mais du coup, ça sera la surprise pour vous. Je voulais vous reparler de mon tour du monde en livre que je prévois de faire à partir de janvier. Donc j'ai décidé en fait de faire par ordre alphabétique. C'est le plus simple. Au début, je me dis, est-ce que je le fais par ordre alphabétique? Est-ce que je le fais par continent? Est-ce que je fais un chemin qui fait le tour du globe et tout ça? Et je me suis dit que le plus simple, ce serait de le faire par ordre alphabétique. Comme ça, c'est un petit peu au hasard quand même. Mais ça va permettre de mélanger un petit peu les continents, même si je sais qu'il y aura des pays qui vont se succéder qui sont du même continent. Mais ça va permettre de varier un petit peu. Et donc, le premier mois, ça sera... on mettra à l'honneur l'Afghanistan. Et donc, j'ai cherché des auteurs afghans. J'en ai trouvé plusieurs. Et j'hésite entre deux. J'hésite soit à lire un livre de Khaled Hosseini. Le titre, il y a un rapport avec les montagnes. Enfin, il y en a plusieurs qui m'intéressent, mais notamment celui avec les montagnes m'intéresse beaucoup. Et sinon, il y a une autrice qui s'appelle Fawzi Koufi. Alors, ce qui m'embête un petit peu avec Khaled Hosseini, c'est que il est américain. En fait, je crois qu'il est né en Afghanistan, mais après, il a vécu aux États-Unis. Donc, j'aurais préféré que ce soit un auteur vraiment né en Afghanistan et qui vive toujours en Afghanistan. Mais c'est vrai que, vu la situation politique du pays, je me dis que beaucoup de gens ont dû émigrer, notamment ceux qui le pouvaient financièrement. Donc, si j'arrive d'ici là à trouver un auteur afghan qui vit encore en Afghanistan, je le choisirai plutôt, mais sinon je vais peut-être pas avoir beaucoup de choix en fait. Donc il y a Khaled Hosseini et Fawzi Koufi qui est, d'ailleurs je sais pas si elle est encore vivante, je me renseignerai, mais en tout cas c'est une femme politique, ça s'appelle Lettre à mes filles. C'est une femme politique donc, qui a connu l'Afghanistan avant les talibans. Et donc elle nous raconte, je crois, dans ses lettres, ce qu'elle a vécu, le changement de situation du régime et tout ça. Donc c'est autobiographique.
Donc il y a ces 2 livres-là qui m'intéressent beaucoup pour l'Afghanistan. Je ne sais pas encore lequel je choisirai. Je ferai ça au dernier moment. Je ne sais pas si je me les procurerai en occasion, en neuf ou en e-book. On verra à ce moment-là. Ce n'est que dans 2 mois, donc il peut se passer plein de choses en 2 mois. Et puis si je trouve un auteur afghan qui vit encore en Afghanistan, bah, il sera prioritaire, donc on verra. Donc le but pour moi, au début, ça sera de lire un livre donc, par pays, donc par auteur, par mois. Après, il y a peut-être des mois où j'aurai plus envie de découvrir le pays, donc j'en lirai peut-être plus. Ou alors il y aura plus d'auteurs disponibles et du coup ça me donnera plus de possibilités. Mais voilà, pour débuter, je vais me challenger en lisant déjà un livre de l'auteur, enfin d'un auteur de ce pays-là. Et au fur et à mesure, on verra si je fais carrément un mois avec que des auteurs de ce pays-là ou des choses comme ça. Ça peut se faire aussi, vu que j'aime bien me créer des challenges. Mais on verra en tout cas, au début, on va commencer doucement. Donc si vous voulez commencer le challenge avec moi et que vous voulez qu'on se fasse une lecture commune, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Comme ça, on choisit le même livre, on le lit ensemble, que ce soit à 2, à 3, à 4, comme vous voulez. Je ne force personne, c'est que ce n'est que si vous en avez envie. Donc, janvier, ce sera l'Afghanistan. Février, ce sera l'Afrique du Sud. Mars, ce sera l'Albanie. Et avril, ce sera l'Algérie. Et enfin, pour le mois de mai, ça sera l'Allemagne. Donc voilà, je n'ai fait que jusqu'au mois de mai. Ça fait déjà dans 6 mois. Même 7 mois. Et au fur et à mesure, voilà, je vous dirai au fur et à mesure. Mais il n'y a que pour le mois de janvier où j'ai noté 2 auteurs. Pour les autres mois, j'ai pas encore fait le travail. On verra ça en temps voulu. Voilà, cette fois, je vous laisse vraiment. On se retrouve dans le prochain vlog et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye bye!